Au cours de la dernière semaine de la guerre, des milliers de soldats allemands ont été envoyés sur des fronts qui n'existaient plus. Des unités entières ont été réduites à des groupes dispersés, tentant de freiner une avancée soviétique qui ne s'arrêtait pas. En l'espace de quelques heures, des positions considérées comme essentielles ont été détruites et des lignes défensives complètes ont disparu sans possibilité de réorganisation. Les ordres venant de Berlin exigeaient de maintenir chaque secteur, même en l'absence de munitions, de renforts ou de commandement. Les restes de l'armée, le Volkssturm et le personnel administratif ont été placés sur les routes de combat avec l'instruction de résister jusqu'à la fin. Tandis que les soviétiques refermaient l'étau autour de la capitale, les commandements allemands pressaient pour soutenir des points impossibles et punissaient toute retraite. Comment l'Allemagne a-t-elle tenté de maintenir un front qui était déjà perdu ? Pourquoi des défenses qui ne pouvaient être soutenues ont-elles été ordonnées ? Que s'est-il passé lorsque le commandement allemand a cessé de fonctionner ? La dernière frontière, l'effondrement du front de l'Est et le sens de résister en avril 1945. Le 16 avril 1945, 2,5 millions de soldats soviétiques lancèrent l'offensive finale contre Berlin depuis des positions sur le fleuve Oder. L'artillerie de l'armée rouge, disposée à des densités allant jusqu'à 270 canons par kilomètre, déclencha un bombardement qui illumina l'horizon comme un lever de soleil prématuré. Face à cette avalanche de feu et d'acier, l'Allemagne rassembla ce qui restait de ses forces militaires. Unités réduites à des fractions de leurs forces nominales, miliciens improvisés du Volkssturm, adolescents du Hitlerjugend et restes dispersés de divisions qui avaient autrefois dominé l'Europe. La situation stratégique allemande, en avril 1945, ne comportait aucune possibilité réelle de victoire. Les armées alliées occidentales avaient traversé le Rhin en mars et avançaient profondément vers le cœur de l'Allemagne, capturant des villes et détruisant les restes du pouvoir industriel allemand. Depuis l'Est, les forces soviétiques avaient balayé la Pologne en janvier, prenant Varsovie et Cracovie avant d'établir des têtes de pont sur l'Oder, à moins de 70 km de Berlin. Le front sud s'était effondré après la chute de Budapest en février, laissant Vienne exposée et coupant l'accès allemand aux champs pétrolifères roumains qui alimentaient autrefois leurs machines de guerre. L'Italie était perdue, les Balkans occupés et la Norvège isolée sans espoir de renfort ou d'évacuation. L'appareil militaire allemand, qui avait conquis la majeure partie de l'Europe continentale en moins de 2 ans, s'était transformé en une collection fragmentée de formations désespérées. Les divisions existaient principalement sur le papier. Les unités qui comprenaient nominalement 15 000 hommes opéraient avec 3 ou 4 000 effectifs réels. Les bataillons combattaient avec des forces de compagnie, les compagnies avec des pelotons. L'équipement reflétait cet effondrement. Des chars sans carburant transformés en fortifications statiques, de l'artillerie sans suffisamment de munitions pour soutenir des bombardements prolongés, des véhicules abandonnés dans les fossés par manque d'essence. La Luftwaffe, qui contrôlait autrefois les cieux européens, avait été réduite à des interventions sporadiques, ses pilotes sans entraînement suffisant et ses aérodromes sous bombardement constant. La production industrielle allemande, malgré les efforts héroïques du ministre de l'Armement Albert Speer, ne pouvait pas soutenir des opérations militaires à grande échelle. Les bombardements stratégiques alliés avaient dévasté les usines, les raffineries et les réseaux ferroviaires. Les usines de carburant synthétique fonctionnaient à des fractions de leur capacité, créant une pénurie critique qui paralysait la mobilité allemande. Sans carburant, les chars restaient immobiles. Sans transport, les munitions n'arrivèrent pas au front. Sans pièces de rechange, l'équipement se détériorait jusqu'à devenir inutile. Le système logistique allemand, autrefois modèle d'efficacité prussienne, s'était désintégré en une improvisation chaotique. Les pertes humaines atteignaient des proportions catastrophiques. On estime que de 300 000 à 400 000 soldats allemands mouraient chaque mois pendant les derniers mois de la guerre. Ces chiffres dépassaient toute capacité de remplacement. Les hommes en âge de combattre avaient déjà été mobilisés, obligeant le régime à recruter des adolescents de 16 ans et des hommes de plus de 60 ans. Le Volkssturm, milice nationale créée en octobre 1944, incorporait des civils avec un entraînement minimal et un armement inadéquat. Ces vieillards et enfants recevaient des fusils obsolètes, parfois sans assez de munitions, et le mortel Panzerfaust, lance-roquettes anti-chars jetables qui nécessitaient un courage suicidaire
pour être utilisés efficacement. Le moral des troupes régulières oscillait entre le désespoir et le fanatisme selon l'unité et sa composition. Les soldats vétérans du front de l'Est avaient été témoins d'années de combats brutaux et comprenaient la futilité de continuer. Beaucoup cherchaient à se rendre aux forces occidentales, craignant le traitement qu'ils recevraient des soviétiques après les atrocités allemandes commises en territoire soviétique. Les unités des Waffen-SS, cependant, maintenaient une discipline de fer et une disposition à combattre jusqu'à l'anéantissement total. Idéologiquement engagés envers le nazisme, ces hommes ne considéraient pas la reddition comme une option viable, anticipant exécution ou emprisonnement permanent s'ils survivaient. Le leadership militaire allemand était divisé entre des réalistes qui comprenaient l'inévitabilité de la défaite et des fanatiques qui embrassaient la rhétorique de la résistance finale. Le haut commandement de l'armée avait perdu son autonomie opérationnelle, Hitler exerçant un contrôle micro-gestionnaire depuis son bunker à Berlin. Les décisions stratégiques venaient d'un dirigeant de plus en plus déconnecté de la réalité, entouré de flatteurs qui renforçaient ses illusions ou de fanatiques qui partageaient son déni de l'évidence. Les généraux compétents qui tentaient de mettre en œuvre des retraits tactiques pour préserver les forces étaient destitués ou arrêtés, remplacés par des officiers loyaux dont la principale qualification était une obéissance inébranlable. Ce dysfonctionnement dans le commandement se manifestait par des ordres opérationnellement impossibles. Hitler ordonnait des contre-attaques avec des divisions qui n'existaient pas, exigeait des défenses de positions intenables et interdisait les retraites même lorsque l'encerclement était imminent. Le cas du général Bogislaw von Bonin exemplifiait ces dynamiques. Arrêté par la Gestapo en janvier 1945 pour avoir autorisé le retrait du groupe d'armée A de Varsovie, il fut emprisonné dans des camps de concentration jusqu'à la libération par les Américains en mai. Son crime avait été de privilégier la survie de ses troupes sur des ordres suicidaires de maintenir des positions indéfendables. L'insistance à défendre chaque mètre de territoire avait ses racines dans la vision du monde de Hitler, qui mêlait darwinisme social et déni psychologique de la défaite. Pour le Führer, la perte territoriale représentait une faiblesse nationale qui justifiait la destruction de l'Allemagne elle-même. Son décret Nero de mars 1945 ordonnait la destruction de toute infrastructure pouvant bénéficier aux Alliés, ponts, usines, centrales électriques, réseaux ferroviaires. L'Allemagne, arguait-il, ne méritait pas de survivre si elle ne pouvait pas gagner. Speer, comprenant les implications génocidaires de ce décret, le sabota discrètement, préservant l'infrastructure essentielle pour la survie d'après-guerre. La terreur interne renforçait la poursuite de la lutte. Après la tentative d'assassinat contre Hitler en juillet 1944, les purges ont éliminé des milliers d'officiers et de fonctionnaires suspectés de déloyauté. Les survivants ont appris que remettre en question les ordres équivalait à une trahison punissable par exécution. Les tribunaux volants des SS patrouillaient dans les zones arrières en pendant des soldats accusés de désertion ou de défaitisme. Des affiches pendèrent des cadavres avertissant du sort des lâches. Cette violence institutionnelle maintenait la cohésion par la peur, assurant que même les soldats désillusionnés continuaient à se battre pour éviter une exécution sommaire. Les familles des soldats faisaient également face à des représailles. Le système de responsabilité collective nazi menaçait les proches des déserteurs avec des arrestations, la confiscation des biens et la déportation dans des camps de travail. Un soldat qui envisageait de se rendre devait peser non seulement sa propre sécurité, mais aussi le sort de ses proches dans le territoire contrôlé par le régime. Ce calcul brutal limitait les défections massives, particulièrement sur le front oriental, où le retrait territorial allemand était graduel et les autorités nazies maintenaient le contrôle sur les zones arrières. La propagande de Goebbels exploitait des craintes légitimes concernant les intentions soviétiques. Les atrocités allemandes en territoire soviétique, massacres de civils, famines induites, camps d'extermination, avaient créé une soif de vengeance compréhensible parmi les troupes soviétiques. Les Nazisindetäter, témoignages de réfugiés, décrivaient des viols massifs, des pillages et des exécutions arbitraires dans les premières zones allemandes occupées. La machine de propagande nazie amplifiait ces récits, affirmant que la reddition équivalait à un génocide différé. Pour les populations civiles allemandes orientales, cette narrative avait une crédibilité suffisante pour motiver des évacuations massives vers l'ouest,
congestionnant des routes vitales et compliquant les opérations militaires. L'espoir de division entre les Alliés entretenait des illusions de salut politique. Les dirigeants nazis observaient les tensions émergentes entre occidentaux et soviétiques, anticipant une rupture de la coalition anti-allemande. La mort de Roosevelt, le 12 avril 1945, a généré un optimisme temporaire, rappelant le miracle de la maison de Brandebourg lorsque la mort de l'impératrice russe a sauvé la Prusse de Frédéric le Grand d'une défaite certaine au XVIIIe siècle. Hitler et ses acolytes fantasmaient sur des scénarios où Britanniques et Américains reconnaîtraient le communisme soviétique comme une menace plus grande que le nazisme allemand, entamant des négociations séparées qui préserveraient quelques vestiges du Reich. Ces espoirs étaient totalement illusoires. Les Alliés avaient convenu à Casablanca en 1943 qu'ils n'accepteraient qu'une reddition inconditionnelle allemande. À Yalta, en février 1945, Roosevelt, Churchill et Staline ont ratifié ce principe et coordonné des zones d'occupation. Aucune preuve n'indiquait la volonté occidentale de trahir l'Union soviétique pour accommoder une forme de gouvernement allemand continué. La demande de reddition inconditionnelle, cependant, fournissait une justification de propagande pour une résistance continue. Si la défaite signifiait une occupation totale et le démantèlement de l'État allemand, qu'est-ce qui était à gagner avec une reddition anticipée? Le leadership militaire professionnel éprouvait ces tensions avec une acuité particulière. Des officiers comme le général Gotthard Heinrici, commandant du groupe d'armée Vistule depuis le mois de mars, reconnaissaient l'impossibilité stratégique de victoire, mais restaient engagés dans une défense ordonnée. Heinrici, spécialiste de la guerre défensive, mettait en œuvre des tactiques rationnelles dans des paramètres irrationnels. Il établissait des défenses échelonnées dans les hauteurs de Sélo, inondait les plaines de l'Oder pour compliquer les traversées soviétiques, positionnait les forces sur des pentes inverses pour minimiser l'efficacité des bombardements préliminaires. Ces mesures infligeaient des pertes significatives aux soviétiques, mais ne pouvaient pas modifier le résultat final. La défense de l'Oder représentait le dernier effort cohérent de la Wehrmacht pour retarder l'inévitable. Les Beitas-Etzen, fortifications allemandes, profitaient du terrain favorable, le fleuve lui-même comme obstacle aquatique, les hauteurs de Sélo comme positions élevées avec observation sur les approches soviétiques, et le dégel printanier qui transformait les plaines en marécages. Les ingénieurs militaires ont travaillé fébrilement pendant février et mars en construisant des tranchées, des bunkers, des positions d'artillerie et des champs de mines. Le résultat était une zone défensive formidable pour les normes de 1945, bien que insignifiante comparée aux lignes fortifiées des années précédentes. Les défenseurs, cependant, manquaient de profondeur opérationnelle. Derrière les positions de l'Oder se trouvait Berlin, à seulement 60 km. Il n'existait pas de lignes défensives intermédiaires préparées, aucun terrain favorable supplémentaire pour retarder l'avance soviétique. Une fois que la ligne de l'Oder serait pénétrée, seuls des fragments urbains et la capitale elle-même offriraient une résistance. Cette réalité géographique signifiait que la bataille de l'Oder déterminerait le destin de Berlin et, par extension, du régime nazi lui-même. La population civile prise au piège dans cette zone de guerre subissait la violence avec une intensité unique. Des millions de réfugiés allemands fuyaient vers l'ouest, évacuant les territoires orientaux avant l'arrivée soviétique. Ces colonnes interminables de civils comprenaient des familles complètes avec des possessions chargées dans des charrettes, des personnes âgées incapables de maintenir le rythme, des enfants séparés de leurs parents dans le chaos. Les routes congestionnées empêchaient les mouvements militaires, obligeant les commandants à prioriser entre les besoins tactiques et les considérations humanitaires. Certains officiers facilitaient les évacuations civiles, même au détriment de compromettre les positions défensives. D'autres les ignoraient complètement, traitant les réfugiés comme des obstacles aux opérations militaires. Les autorités nazies ont maintenu les fonctions gouvernementales avec une persistance surprenante. Les salaires continuaient d'être payés en avril 1945, les journaux continuaient d'être publiés, les cinémas restaient ouverts dans les zones non directement menacées. Cette normalité superficielle coexistait avec un effondrement sous-jacent. Les services publics interrompus, le rationnement de plus en plus strict, l'absence d'hommes en âge de travailler mobilisés pour la défense. La bureaucratie allemande, légendaire pour son efficacité,
fonctionnait par inertie institutionnelle, même alors que l'État qu'elle servait se désintégrait. Dans ce contexte de destruction imminente et de déni persistant, les forces allemandes se préparèrent à défendre la dernière barrière avant Berlin. Elles savaient que l'offensive soviétique était une question de jours, que la disparité des forces rendait la défaite inévitable, que chaque jour de résistance coûtait des milliers de vies sans altérer le résultat stratégique. Et pourtant, par une combinaison de terreur, de fanatisme, de discipline, de désespoir et de fragments d'espoir irrationnels, elles restèrent à leur position en attendant l'assaut final. La dernière semaine de la guerre en Europe était sur le point de commencer, et avec elle, les ultimes tentatives de l'Allemagne pour arrêter une marée qu'aucune force humaine ne pouvait plus contenir. Aux portes de la capitale, les derniers couloirs de défense et le combat pour arrêter l'avancée soviétique. L'offensive soviétique du 16 avril a commencé par un bombardement d'artillerie sans précédent dans l'histoire militaire. Pendant 30 minutes, près de 9000 canons ont déchargé des millions d'obus sur les positions allemandes le long de l'Oder. Le fracas était audible à 100 km de distance. Les soldats allemands dans les tranchées ont éprouvé une terreur primordiale, alors que la terre tremblait et que l'air était saturé de fragments métalliques. Les survivants ont émergé étourdis, saignant des oreilles, temporairement aveugles par la poussière et la fumée. Ensuite sont venus les chars. Le plan soviétique divisait l'assaut entre 3 fronts. Le premier front biélorusse du maréchal Georgi Zhukov attaquerait directement vers Berlin depuis des têtes de pont sur l'Oder, affrontant les hauteurs de Selo, où Heinrici avait concentré ses meilleures forces. Le premier front ukrainien du maréchal Ivan Konev traverserait la rivière Neisse au sud, contournant Berlin par le flanc tout en coupant le groupe d'armées centre. Le deuxième front biélorusse du maréchal Konstantin Rokossovski attaquerait vers la Poméranie, isolant les unités allemandes du nord et empêchant les renforts vers la capitale. C'était une opération de tenaille triple conçue pour envelopper et anéantir toutes les forces allemandes défendant Berlin. Heinrici avait correctement anticipé l'axe principal de l'attaque soviétique. Les hauteurs de Selo, modestes élévations d'environ 40 mètres au-dessus de la plaine environnante, offraient le dernier terrain défensif favorable avant Berlin. Il y concentra son artillerie, positionna des unités de réserve et établit des lignes de tranchées en échelon. Sa tactique consistait à maintenir seulement des forces de reconnaissance sur la ligne frontale de l'Oder en les retirant avant le bombardement préliminaire soviétique pour préserver la force combattante principale sur les hauteurs mêmes. Cette stratégie réduirait l'impact du feu de préparation ennemi tout en maximisant les dégâts infligés lorsque les colonnes soviétiques graviraient les pentes sous observation directe. L'exécution initiale de ce plan a fonctionné partiellement. Les bombardements soviétiques ont dévasté des positions allemandes avancées, mais ont rencontré moins de défenseurs que prévu. Cependant, lorsque les formations blindées soviétiques ont commencé à traverser la plaine marécageuse de l'Oder, l'artillerie allemande, depuis les hauteurs, les a accueillis avec un feu concentré. Les chars soviétiques s'enlisaient dans le terrain saturé, devenant des cibles stationnaires. Des équipes allemandes, avec des Panzerfaust, émergeaient de positions cachées, détruisaient des véhicules à courte distance et disparaissaient avant que l'infanterie soviétique ne puisse répondre. Les pertes soviétiques augmentaient de façon dramatique. Zhukov, frustré par le progrès lent, commit une erreur tactique significative. Impatient de respecter la date limite de Staline pour capturer Berlin avant les Occidentaux, il ordonna l'utilisation prématurée de projecteurs antiaériens pour éclairer le champ de bataille nocturne et permettre des avancées continues. Cette innovation tactique, efficace lors d'opérations précédentes, échoua à Silo. Les projecteurs illuminèrent également la fumée et la poussière en suspension dans l'air, créant un éclat diffus qui aveuglait les propres troupes soviétiques tout en permettant aux défenseurs allemands d'identifier les silhouettes des attaquants. L'avance se ralentit encore davantage. Pour le 18 avril, après 2 jours de combats féroces, les Soviétiques pénétrèrent enfin les hauteurs de Selo par la force brute. La supériorité numérique absolue finit par surmonter l'avantage défensif allemand. Les chars soviétiques gravirent les pentes sur les cadavres de camarades tombés, l'infanterie soviétique assaillit les tranchées dans des combats au corps à corps, et l'artillerie soviétique pulvérisa simplement les positions fortifiées avec un volume de feu qu'aucune structure ne pouvait résister.
les unités allemandes, à court de munitions et submergées par des effectifs supérieurs, commencèrent à se retirer vers Berlin dans un désordre croissant. Au sud, Konev avançait plus rapidement. Après avoir traversé la Neisse le 16 avril, ses forces blindées ont exploité des brèches dans des défenses allemandes plus faibles et se sont précipitées vers l'ouest. Pour le 19 avril, les chars de Konev avaient pénétré 80 km en territoire allemand, coupant les communications entre Berlin et le groupe d'armées centre. Cette manœuvre a créé une crise stratégique pour les Allemands. Ils faisaient maintenant face à un encerclement depuis le nord, l'est et le sud simultanément. Les routes d'évasion vers l'ouest se rétrécissaient chaque heure. La 9e armée allemande, défendant au sud de Berlin sous le général Theodor Buss, s'est retrouvée prise dans cet étau. Hitler a ordonné à la 9e armée de maintenir ses positions et de contre-attaquer vers le nord pour combler le fossé avec les forces en retraite depuis Silo. Cet ordre ignorait des réalités opérationnelles de base. La 9e armée manquait de carburant pour des mouvements importants, faisait face à une pression soviétique de multiples directions et communiquait sporadiquement avec le commandement supérieur en raison de réseaux téléphoniques détruits. Exécuter une contre-attaque coordonnée dans ces conditions était fantastique. Buss a tenté d'obéir tout en retirant discrètement ses forces vers des positions plus défendables. Cette ambiguïté opérationnelle, obéir nominalement tout en agissant selon un critère professionnel, caractérisait le comportement des commandants allemands compétents au cours des dernières semaines. Ils risquaient la cour martiale pour insubordination, mais considéraient que préserver les forces pour une défense réaliste allait mieux servir le pays que le sacrifice inutile exigé depuis le bunker de Hitler. Certains, comme Heinrici, seraient finalement destitués pour de telles décisions pragmatiques. Dans les banlieues orientales de Berlin, des unités fragmentaires tentèrent d'établir des défenses improvisées. La Volkssturm a reçu la tâche de fortifier les rues et les bâtiments avec un minimum de connaissances militaires. Ces hommes plus âgés creusaient des tranchées dans les parcs, empilaient des meubles comme barricades aux intersections et recevaient des instructions vagues sur comment utiliser les Panzerfaust contre les chars. La plupart n'avaient jamais tiré une arme avant de recevoir des fusils obsolètes de la Première Guerre mondiale. Leur efficacité militaire était presque nulle, mais leur présence fournissait l'illusion d'une défense organisée. Les jeunesses de la Hitlerjugend montraient une dangereuse combinaison de fanatisme idéologique et d'inexpérience tactique. Endoctrinés pendant des années dans le culte de Hitler et la mythologie de la résistance héroïque, ces adolescents embrassaient des missions suicidaires avec un enthousiasme terrifiant. Équipés de Panzerfaust, ils se cachaient dans les décombres en attendant les chars soviétiques, surgissaient à des distances presque suicidaires pour tirer et mouraient fréquemment dans la contre-attaque immédiate. Certains détruisaient efficacement des véhicules soviétiques, la plupart mouraient simplement sans réaliser d'impact tactique significatif. Leurs morts n'altérèrent pas le cours de la bataille, mais réalisèrent les fantasmes de propagande de Goebbels sur le sacrifice des jeunes pour la patrie. Les unités professionnelles de la Wehrmacht et de la Waffen-SS établissaient des défenses plus compétentes dans des positions clés. Elles traversaient les rues avec des armes automatiques depuis des bâtiments fortifiés, minaient les ponts sur les canaux qui traversaient à Berlin et préparaient des positions d'artillerie sur de larges places. Ces forces vétérans comprenaient les tactiques de combat urbain et pouvaient infliger des pertes significatives aux attaquants qui avançaient dans des rues étroites sous observation constante. Cependant, elles manquaient de profondeur pour une défense soutenue. Une fois que les Soviétiques pénétraient une ligne défensive, peu de réserves existaient pour contre-attaquer ou établir de nouvelles positions. La population civile, prise au piège à Berlin, ressentait une terreur croissante alors que le front se rapprochait. Les bombardements aériens alliés avaient dévasté la ville pendant des années, mais l'artillerie soviétique venant de l'Est représentait une menace plus immédiate et viscérale. Les familles se réfugiaient dans des caves et des stations de métro transformées en bunkers improvisés. L'eau courante faisait défaut dans de nombreux quartiers, forçant les civils à risquer leur vie pour aller chercher de l'eau aux fontaines publiques sous le feu de l'artillerie. La nourriture se faisait dramatiquement rare. Le rationnement officiel s'est effondré, remplacé par le pillage des entrepôts abandonnés et le marché noir des produits de base. Les autorités nazies ont essayé de maintenir l'ordre par une combinaison de propagande, de services réduits et de terreur sélective. Goebbels
en tant que Gauleiter de Berlin, émettait des proclamations sur la défense jusqu'à la mort et la victoire finale miraculeuse. Simultanément, des équipes de SS patrouillaient dans les rues en pendant des hommes accusés de défaitisme ou de désertion. Des affiches sur les cadavres avertissaient sur la trahison. Cette violence exemplaire maintenait une apparence de contrôle même lorsque le système administratif se désintégrait. Les fonctionnaires du parti restaient dans les bureaux, émettant des ordres que personne n'exécutait, maintenant des routines bureaucratiques, tandis que des explosions secouaient les bâtiments voisins. Pour le 25 avril, les forces soviétiques avaient complètement encerclé Berlin. Les colonnes de Zhukov venant de l'Est se sont jointes à celles de Koniev venant du Sud dans la banlieue Ouest. Le même jour, des patrouilles soviétiques et américaines se sont rencontrées à Torgau sur la rivière Elbe, coupant l'Allemagne en deux. La 9e armée s'est retrouvée prise au piège dans une poche au sud-est de Berlin, entourée et sans possibilité d'évasion. Hitler, depuis son bunker sous la chancellerie du Reich, a ordonné à la 9e armée de rompre l'encerclement et de sauver Berlin. Cet ordre n'était pas lié à des capacités réelles, la 9e armée luttait pour survivre, elle ne pouvait rien sauver. Les tentatives de contre-attaque allemande pendant ces jours oscillaient entre inefficaces et purement imaginaires. Hitler ordonna à l'Obergruppenführer Felix Steiner de lancer une offensive avec le groupe d'armée Steiner pour briser le siège soviétique depuis le nord. Le groupe d'armée Steiner existait principalement sur les cartes du bunker. Ces unités nominales étaient dispersées, en sous-effectifs, ou simplement inexistantes. Steiner, reconnaissant la futilité, n'exécuta pas l'ordre. Quand Hitler découvrit cette désobéissance le 22 avril, il subit un effondrement émotionnel visible, admettant finalement que la guerre était perdue avant de se retirer dans des délires sur la trahison universelle. La défense de Berlin s'est fragmentée en poches isolées sans coordination effective. Différents secteurs combattaient sous des commandants différents, avec des communications interrompues et des objectifs contradictoires. Certaines unités tentaient de percer vers l'ouest pour se rendre aux forces occidentales. D'autres défendaient des positions spécifiques par fierté militaire ou par crainte de représailles. Les SS et les fanatiques du parti continuaient la résistance urbaine maison par maison. Le résultat était un chaos opérationnel où des combats intenses alternaient avec des redditions massives selon les circonstances locales et la composition des unités. Les dernières lignes de défense avant Berlin s'étaient effondrées en moins de 10 jours. Les hauteurs de silos, vantées comme barrières impénétrables, retardèrent les soviétiques à peine 3 jours. Les défenses suburbaines improvisées s'évaporèrent sous la pression systématique. L'encerclage de Berlin fut complété pour le 25 avril, transformant la capitale en champ de bataille final. Ce qui restait de la Wehrmacht autour de Berlin combattait désormais non pas pour la victoire, ni même pour retarder la défaite, mais pour la survie individuelle dans un contexte d'effondrement total de l'État allemand. Directives sans retour, ordres finaux, discipline forcée et violence interne dans un État en ruine. Le 22 avril 1945, Adolf Hitler a vécu ce que les témoins ont décrit comme son effondrement émotionnel le plus grave de la guerre. Lors de la conférence quotidienne du bunker, en découvrant que la contre-attaque de l'Obergruppenführer Steiner n'avait pas eu lieu et que la 9e armée était toujours piégée sans possibilité de secourir Berlin, Hitler a lancé une diatribe de presque 1 heure. Il a accusé ses généraux de trahison, d'incompétence et de lâcheté. Il a déclaré que la guerre était perdue, que le peuple allemand avait échoué à son épreuve historique, que tout était terminé. Il a ensuite annoncé son intention de rester à Berlin et de se suicider lorsque les soviétiques arriveraient à la chancellerie. Ses collaborateurs ont tenté de le persuader d'évacuer vers le sud, vers la Bavière, où une ultime résistance alpine était soi-disant organisée. Hitler a rejeté ces supplications. À partir de ce moment, les directives émanant du bunker ont pris un caractère de plus en plus déconnecté de toute réalité opérationnelle. Les ordres militaires des derniers jours reflétaient cette désintégration du raisonnement stratégique. Hitler continuait de déplacer des divisions inexistantes sur les cartes du bunker, ordonnant des contre-attaques avec des armées qui avaient cessé d'exister en tant que formation cohérente, exigeant des défenses de villes déjà capturées. Ces aides militaires faisaient face à un dilemme impossible, communiquer des ordres qu'ils savaient irréalisables ou admettre devant Hitler que les unités mentionnées étaient détruites, entourées ou dissoutes.
La plupart choisissaient de transmettre les ordres sachant qu'ils seraient ignorés ou mal exécutés. Maintenant, la fiction d'une chaîne de commandement fonctionnelle. Martin Bormann, secrétaire privé de Hitler et chef de la chancellerie du parti, a assumé un rôle de plus en plus dominant dans l'administration de ce qui restait de l'État nazi. Alors que les structures gouvernementales traditionnelles s'effondraient, Bormann canalisait le pouvoir du parti pour maintenir le contrôle sur le territoire allemand encore non occupé. Il a émis des directives ordonnant aux Gauleiters régionaux, fonctionnaires du parti responsables de districts administratifs, de mettre en œuvre une défense totale par la mobilisation de toutes les ressources civiles et militaires. Ces ordres comprenaient des instructions spécifiques sur les exécutions sommaires de déserteurs, de thésauriseurs, de défaitistes et de tout civil qui brandirait des drapeaux blancs ou tenterait de négocier des redditions locales. Les Gauleiter, figures qui combinaient autorité administrative et fanatisme idéologique, ont réagi avec une variation considérable. Certains, comme Karl Hanke à Breslau, ont mis en place des régimes de terreur absolue, exécutant des soldats qui suggéraient la retraite et des civils qui parlaient de reddition. Hanke a maintenu Breslau sous siège soviétique jusqu'au 6 mai, jour après la reddition générale allemande, par des menaces de mort collective contre la population si elle tentait de capituler. D'autres Gauleiter, reconnaissant la futilité, ont évacué discrètement ou ont simplement disparu, laissant les communautés locales négocier les redditions avec les forces alliées qui avançaient. La violence interne du régime contre sa propre population a atteint une intensité grotesque au cours de ces dernières semaines. Les SS ont établi des tribunaux volants qui patrouillaient les zones arrières à la recherche de preuves de désertion. Un soldat trouvé sans documentation adéquate, séparé de son unité, ou se déplaçant vers l'ouest pouvait être exécuté immédiatement. Les corps étaient laissés pendus aux arbres ou poteaux électriques avec des affiches identifiant leurs crimes supposés, lâches, déserteurs, traîtres. Ces exécutions publiques servaient un double objectif: punir les transgressions individuelles et avertir les autres des conséquences de la désobéissance. Les brigades d'exécution ne faisaient pas de discrimination par rang. Les officiers accusés de retrait non autorisé, même les retraits tactiques censés pour préserver les forces, faisaient face à des jugements sommaires et à l'exécution. Le général Rudolf Hoffmann, commandant de la 3e division Panzer, a été exécuté le 25 avril pour avoir ordonné un retrait sans autorisation explicite de Hitler. Son unité faisait face à l'anéantissement par des forces soviétiques supérieures. Hoffmann a choisi de sauver ses hommes en se retirant vers des positions défendables. Il a été accusé de lâcheté et pendu par des équipes des SS. Des cas similaires se sont produits le long du front oriental pendant avril, créant une atmosphère où les commandants compétents devaient choisir entre l'efficacité militaire et la survie personnelle. Le Volkssturm opérait dans des conditions particulièrement brutales de coercition. Ces civils mobilisés, de nombreux vieillards ou très jeunes gens, recevaient l'ordre de défendre des positions contre des forces blindées soviétiques avec un entraînement minimal et des armes inadéquates. Abandonner des positions assignées équivalait à une désertion punissable de mort. Les familles des supposés déserteurs faisaient face à des représailles, arrestations, confiscation de rations alimentaires, déportation vers des camps de travail. Ce système de responsabilité collective assurait que même les hommes sans engagement idéologique avec le nazisme restaient dans des positions désespérées par crainte des conséquences pour leurs proches. Joseph Goebbels, depuis sa position de Gauleiter de Berlin et de ministre de Messeden-Messant, la propagande orchestra une narrative de résistance héroïque jusqu'à la fin. Ces proclamations radiophoniques promettaient une victoire miraculeuse grâce à l'introduction d'armes secrètes, à la rupture de la coalition alliée ou à une intervention divine qui punirait les ennemis de l'Allemagne. Simultanément, Goebbels supervisait la transformation de Berlin en forteresse urbaine. Il ordonna la construction de barricades aux intersections principales, la fortification des bâtiments gouvernementaux et la distribution de Panzerfaust aux civils avec des instructions basiques d'utilisation. Ces mesures donnaient l'apparence d'une préparation militaire tout en servant principalement des objectifs de propagande. Des photographies de personnes âgées et d'enfants défendant la capitale alimentaient la mythologie d'une résistance populaire totale. La population civile naviguait ces pressions avec diverses stratégies de survie. Beaucoup obéissaient extérieurement aux ordres tout en cherchant des opportunités d'échapper au combat.
Des familles réfugiées dans des sous-sols attendaient le passage du front, pariant que survivre à la bataille leur donnerait l'occasion de se rendre aux forces occupantes. D'autres, particulièrement dans les zones rurales, cachaient des hommes en âge de conscription pour les protéger du recrutement du Volkssturm. Certains civils aidaient activement les déserteurs allemands en fournissant des vêtements civils, des documents falsifiés ou un abri temporaire. Ces actes de résistance passive risquaient l'exécution s'ils étaient découverts. Les exécutions de déserteurs ont augmenté de manière spectaculaire pendant le mois d'avril. On estime qu'entre 10 000 et 15 000 soldats allemands ont été exécutés par leurs propres compatriotes au cours des derniers mois de la guerre, avec une concentration particulière en avril et au début de mai. Ces chiffres n'incluent pas les morts extrajudiciaires, des soldats simplement assassinés par des équipes des SS sans procédure formelle. L'échelle de cette violence interne dépassait les purges après la tentative d'assassinat de juillet 1944, reflétant le désespoir du régime pour maintenir le contrôle sur une population de plus en plus désillusionnée. Le contraste entre les ordres officiels et la réalité opérationnelle créait des situations absurdes et tragiques. Le groupe d'armée Vistule a reçu des instructions d'Hitler le 26 avril de se regrouper et de lancer une contre-attaque vers Berlin depuis le nord. Cet ordre ignorait que le groupe d'armée Vistule avait cessé d'exister en tant que formation cohérente. Ses composantes étaient dispersées, encerclées ou en retraite désorganisée. Le général Heinrici, encore nominalement aux commandes, a tenté d'expliquer ces réalités au haut commandement. Il a été relevé de son poste le 28 avril pour défaitisme et remplacé par le général Kurt Student, qui n'a jamais assumé le contrôle effectif en raison de l'effondrement total des communications. La chaîne de commandement militaire allemande s'est fragmentée au cours de cette dernière semaine. Des unités opéraient de manière autonome, sans contact avec les supérieurs, prenant des décisions basées sur des circonstances locales. Certains commandants tentaient de percer les encerclements pour se déplacer vers l'ouest et se rendre aux forces américaines ou britanniques, considérées comme moins vindicatives que les soviétiques. D'autres défendaient des positions par inertie professionnelle, exécutant des ordres reçus plusieurs jours auparavant, même lorsque ces ordres n'avaient plus de pertinence tactique. Les SS et les fanatiques du parti continuaient la résistance sans considérations opérationnelles, combattant pour une idéologie pure, alors que tout le système de soutien logistique s'effondrait. Heinrich Himmler, Reichsführer des SS, a tenté des négociations secrètes de reddition avec les Occidentaux par l'intermédiaire du comte Folke Bernadotte de la Croix-Rouge suédoise. Himmler a proposé une capitulation aux Britanniques et aux Américains tout en continuant à combattre les Soviétiques, fantasmant sur une alliance anti-soviétique post-nazie. Ces négociations, lorsque Hitler les a découvertes le 28 avril, ont provoqué une fureur finale. Hitler a ordonné l'arrestation d'Himmler pour trahison, ordre impossible à exécuter étant donné qu'Himmler contrôlait l'appareil de sécurité. Cette trahison de son plus fidèle collaborateur a confirmé à Hitler que tous l'avaient abandonné, renforçant sa détermination à se suicider à Berlin. Les ordres finaux émanant du bunker combinaient des instructions opérationnellement impossibles avec des mesures punitives contre des traîtres supposés. Hitler dicta un testament politique blâmant les Juifs internationaux pour la guerre et les généraux allemands pour la défaite. Il exclut Göring et Himmler du parti pour trahison. Il nomma le grand amiral Karl Dönitz comme son successeur en tant que chef d'État et Goebbels comme chancelier. Il ordonna à la 9e armée de continuer de combattre vers Berlin, un ordre transmis à des troupes déjà entourées et anéanties. Il interdit toute négociation de reddition locale, insistant que la capitulation ne pourrait être que nationale et totale. Dönitz, en assumant le leadership après le suicide de Hitler le 30 avril, a tenté de prolonger le combat contre les Soviétiques tout en négociant les termes avec les Occidentaux. Cette stratégie reflétait le calcul selon lequel le maximum d'Allemands devait se rendre aux Anglo-Américains pour éviter la captivité soviétique. Dönitz a autorisé des redditions partielles sur les fronts occidentaux tout en ordonnant une résistance continue à l'Est, espérant faciliter l'évacuation massive de soldats et de civils vers les zones d'occupation occidentale. Les Alliés ont rejeté cette approche, insistant sur une reddition inconditionnelle simultanée sur tous les fronts. La discipline militaire allemande, légendaire pendant des années de guerre, s'est désintégrée au cours de ces derniers jours, mais avec des variations selon l'unité.
Les formations de la Waffen-SS ont maintenu la cohésion par une combinaison de fanatisme idéologique et de terreur interne. Les unités de l'armée régulière allaient de combats professionnels continus à des redditions massives selon le leadership local et les circonstances tactiques. Le Volkssturm s'est simplement dissous dans de nombreuses zones, les civils abandonnant les positions pour se réfugier auprès de leurs familles. Les désertions massives ont finalement débordé la capacité répressive du régime. La violence interne nazie pendant ces derniers jours servait à des fonctions multiples: punir les transgressions réelles, intimider les déserteurs potentiels et fournir une illusion de contrôle au leadership qui avait perdu toute autorité effective. Chaque exécution d'un déserteur réaffirmait le pouvoir de l'État même alors que cet État cessait d'exister. Les corps pendus dans les rues berlinoises montraient que l'appareil de terreur nazi fonctionnait jusqu'à la fin absolue, que le régime préférait assassiner des Allemands plutôt que d'admettre la défaite. La chute du commandement allemand, les derniers combats à Berlin, l'effondrement total et les redditions fragmentées. Le 20 avril 1945, jour du 56e anniversaire de Hitler, l'artillerie soviétique commença à bombarder le centre de Berlin. Les projectiles touchaient la chancellerie du Reich, le Reichstag et les bâtiments gouvernementaux environnants avec une régularité croissante. Dans le bunker souterrain où Hitler célébrait son dernier anniversaire, le fracas des explosions de surface fournissait une bande sonore constante aux cérémonies de plus en plus surréalistes. Les fonctionnaires nazis présentèrent des félicitations formelles à un leader qui contrôlait de moins en moins de territoire chaque heure. Après cette farce protocolaire, la majorité évacua Berlin vers des positions au nord ou au sud, abandonnant la capitale à son destin. Hitler resta, accompagné par un cercle restreint de fanatiques prêts à mourir avec lui. La bataille de Berlin s'est déroulée comme une série de combats fragmentés sans coordination stratégique cohérente. La ville était divisée en secteurs défensifs, nominalement sous différents commandants, mais les communications entre les secteurs s'étaient presque complètement effondrées. Le général Helmut Weidling a pris le commandement de la défense de Berlin le 23 avril, remplaçant le général Reimann qui a été démis par Goebbels. Weidling a hérité d'une situation impossible: forces dispersées sans munitions adéquates, positions défensives improvisées et ordres contradictoires émanant simultanément du bunker de Hitler, du quartier général du groupe d'armées Vistule et des autorités du parti nazi. Les forces défensives de Berlin comprenaient environ 45 000 soldats d'unités régulières de la Wehrmacht, 40 000 membres du Volkssturm avec un entraînement minimum et 3 000 effectifs des Waffen-SS engagés idéologiquement à défendre jusqu'à la mort. Ces chiffres incluaient des restes de multiples divisions détruites lors de combats précédents, du personnel administratif sans expérience de combat et des adolescents de la Hitlerjugend répartis dans des équipes antichars. Le moral variait énormément, les SS combattaient férocement, le Volkssturm cherchait des occasions de reddition et les unités régulières exécutaient les ordres mécaniquement sans espoir de victoire. Les soviétiques avançaient systématiquement grâce à des tactiques d'assaut urbain, développées pendant des années de combat dans les villes du front oriental. De petits groupes d'infanterie, soutenus par des chars individuels et des pièces d'artillerie à tir direct, nettoyaient méthodiquement les bâtiments. Des ingénieurs démolissaient des structures fortifiées avec des charges explosives ou les faisaient simplement s'effondrer avec des tirs de canon lourds. La destruction était totale. Les rues disparaissaient sous les décombres, les bâtiments brûlaient pendant des journées entières, les cadavres demeuraient là où ils tombaient sans possibilité de récupération. La population civile piégée dans des caves et des abris souterrains souffrait de soif, de faim et de terreur, tandis que le combat grondait au-dessus de leur tête. Le combat urbain favorisait théoriquement des tactiques défensives, mais Berlin en 1945 manquait de préparation adéquate pour une défense systématique. Contrairement à Stalingrad, où les soviétiques avaient fortifié chaque bâtiment et établi des positions interconnectées, Berlin montrait une improvisation chaotique. Certains carrefours avaient tôt des barricades de tramway renversées et de décombres, d'autres restaient complètement ouverts. Certains bâtiments contenaient des positions défensives avec des champs de tir calculés. La plupart abritaient simplement des civils terrifiés. Cette inconsistance permettait aux soviétiques d'identifier des points faibles, de concentrer des forces supérieures.
et de pénétrer les défenses avant que les Allemands ne puissent réagir. Les combats les plus intenses ont eu lieu autour d'objectifs symboliques, le Reichstag, la chancellerie, les ponts sur la rivière Spree et les principales gares ferroviaires. Staline avait ordonné de capturer le Reichstag avant le 1er mai pour célébrer la fête du travail avec une victoire sur le fascisme. Cette obsession pour un bâtiment sans valeur militaire significative, mais chargé de symbolisme, a coûté des milliers de vies soviétiques. Les SS défendaient férocement la zone environnante, conscients que sa capture signifierait l'effondrement psychologique de la résistance restante. Des équipes de mitrailleuses dans les bâtiments adjacents créaient des zones de mort que les troupes soviétiques devaient traverser sous un feu constant. Le 28 avril, les Soviétiques atteignirent une distance d'1 kilomètre du bunker de Hitler. Le bruit des combats de rue était clairement audible dans les couloirs souterrains. Hitler épousa Eva Braun lors d'une cérémonie civile effectuée par un officier municipal amené spécifiquement pour cet objectif. Ensuite, il dicta son testament politique, document qui blâmait la trahison interne et la conspiration juive internationale pour la défaite allemande. Il n'exprima aucun regret pour les souffrances causées, ni ne reconnut de responsabilité pour les décisions stratégiques désastreuses. Il nomma Dönitz, son successeur, et ordonna la continuation de la lutte contre le bolchevisme juif. C'était le testament d'un leader complètement déconnecté de la réalité, incapable de comprendre que son propre incompétence et fanatisme avaient détruit l'Allemagne. Le 30 avril, avec des troupes soviétiques à moins de 500 mètres du bunker, Hitler s'est suicidé. Eva Braun s'est empoisonnée avec du cyanure. Hitler s'est tiré une balle. Les corps ont été emportés dans le jardin de la chancellerie, arrosés d'essence et partiellement brûlés, tandis que des obus d'artillerie soviétique tombaient dans la zone. Les assistants qui ont réalisé cette crémation improvisée ont ensuite tenté de s'échapper à travers les tunnels du métro, certains réussissant à traverser les lignes soviétiques, d'autres capturés ou tués dans la tentative. Avec Hitler mort, la structure de commandement à Berlin a perdu son centre psychologique, bien que le combat ait continué pendant des jours supplémentaires. Goebbels a assumé le rôle de chancelier selon le testament de Hitler, mais son mandat a duré moins de 24 heures. Le 1er mai, Goebbels a empoisonné ses 6 enfants avec du cyanure dans le bunker, puis il est sorti dans le jardin avec sa femme Magda, où tous deux ont été tués par des gardes des SS, possiblement à leur propre demande. La famille Goebbels représentait le fanatisme nazi dans son expression la plus pure, préférant la mort collective à la survie dans un monde sans Hitler. Cette autodestruction familiale symbolisait le culte de la mort qui avait imprégné le régime pendant ces derniers mois. Weidling, maintenant commandant suprême des forces allemandes à Berlin sans instruction des autorités supérieures, faisait face à la décision sur la capitulation. Les munitions étaient épuisées, les fournitures médicales inexistantes, et les blessés mouraient sans traitement dans des hôpitaux improvisés. Le 2 mai au matin, Weidling ordonna la cessation des hostilités et la reddition inconditionnelle de la garnison de Berlin. Cette décision, prise sans l'autorisation de Dönitz, violait les ordres directs de Hitler de se battre jusqu'à l'anéantissement total. Weidling considérait à juste titre que prolonger le combat ne ferait que causer plus de morts sans modifier le résultat. La reddition de Berlin n'a pas été un processus ordonné, mais une série de capitulations fragmentées. Certaines unités se sont rendues immédiatement après avoir entendu l'ordre de Weidling. D'autres, en particulier les formations des SS, ont continué à se battre, considérant la reddition comme une trahison. Des groupes de soldats allemands ont tenté de percer l'encerclement soviétique pour se déplacer vers l'ouest, préférant la captivité américaine ou britannique. Ces tentatives d'évasion réussissaient rarement. La plupart étaient capturés ou tués par des forces soviétiques qui entouraient complètement la ville. Le 2 mai dans l'après-midi, la résistance organisée à Berlin avait cessé, bien que des fusillades sporadiques aient continué pendant des jours, tandis que les soviétiques éliminaient les poches de résistance. La prise du Reichstag le 30 avril, après un combat féroce, a procuré aux soviétiques une victoire symbolique cruciale. Des soldats soviétiques ont hissé le drapeau rouge sur le bâtiment en ruine dans une photographie qui deviendrait une icône du triomphe soviétique sur le nazisme. La réalité était moins glorieuse que l'image de propagande. Le bâtiment était partiellement détruit, défendu par de petits groupes désespérés, et sa prise n'a pas modifié de manière significative le cours des combats dans d'autres parties de la ville.
Cependant, l'image du drapeau soviétique flottant sur Berlin a rempli un objectif politique essentiel, démontrant au monde que l'Union soviétique avait vaincu le Troisième Reich. En dehors de Berlin, la désintégration du commandement allemand se poursuivait dans d'autres régions. La 9e armée, piégée au sud-est de Berlin depuis le 25 avril, tentait désespérément de briser l'encerclement soviétique dans ce qui est connu sous le nom de bataille de Halbe. Environ 200 000 soldats allemands et civils réfugiés se trouvaient piégés dans cette poche. Pendant des jours, ils ont lancé des attaques suicides contre les lignes soviétiques, essayant d'ouvrir un couloir d'évasion. Les soviétiques ont répondu par une artillerie massive et des attaques aériennes qui ont transformé les forêts de Halbe en abattoirs. On estime qu'entre 40 000 et 60 000 Allemands sont morts dans ces combats, la majorité des survivants ayant été capturés. Seules de petites fractions ont réussi à traverser les lignes soviétiques et à rejoindre les positions américaines à l'ouest. Dans le nord, les restes du groupe d'armées Vistule se retiraient vers des positions britanniques. Le 2 mai, les commandants de la 21e armée allemande et de la 3e armée Panzer se rendirent aux forces occidentales, évitant délibérément la captivité soviétique. Cette reddition sélective reflétait un calcul étendu parmi les commandants allemands. Maximiser le nombre de soldats capturés par les Occidentaux minimiserait la souffrance en captivité. Les forces britanniques et américaines traitaient généralement les prisonniers allemands selon les conventions de Genève. Les soviétiques, justement enragés par les atrocités allemandes sur le territoire soviétique, ne le faisaient fréquemment pas. Le 3 mai, Dönitz a établi un gouvernement provisoire à Flensburg, près de la frontière danoise. Ce gouvernement existait dans un étrange vide juridique. Il dirigeait nominalement l'Allemagne, mais ne contrôlait que des fragments de territoire dans le nord, sans capacité d'imposer des ordres militaires ou civils. Dönitz a tenté de négocier une reddition partielle avec Eisenhower, en proposant une capitulation sur le front occidental, tout en continuant à combattre les soviétiques. Eisenhower a immédiatement rejeté cela, insistant sur une reddition inconditionnelle simultanée sur tous les fronts. Les puissances alliées ne permettraient pas à l'Allemagne de les diviser par des redditions sélectives. Les redditions régionales ont continué pendant les premiers jours de mai. Le 4 mai, le maréchal Montgomery a accepté la reddition des forces allemandes aux Pays-Bas, au Danemark et dans le nord-ouest de l'Allemagne. Le 5 mai, Breslau a finalement capitulé après un siège de plusieurs mois, le Gauleiter Anke s'enfuyant en avion quelques heures auparavant. Le 7 mai à Reims, le général Alfred Jodl a signé la reddition inconditionnelle de toutes les forces allemandes, effective à 23 heures avec une minute le 8 mai. Staline a insisté pour une cérémonie de reddition supplémentaire à Berlin avec une représentation soviétique appropriée. Le 9 mai, le maréchal Wilhelm Keitel a signé un document identique à Karlshorst, dans le district de Berlin, devant des officiers soviétiques. Même après ces capitulations formelles, le combat a continué dans des zones isolées. Des forces allemandes en Courlande, Lettonie, encerclées depuis octobre 1944, ne se sont rendues que le 10 mai. La garnison sur l'île de Hel, en Pologne, a résisté jusqu'au même jour. Des poches de troupes allemandes en Tchécoslovaquie ont combattu jusqu'au 11 mai. Ces retards reflétaient des difficultés de communication dans une armée fragmentée plutôt qu'une intention de continuer la guerre. Une fois que les commandants locaux ont reçu et vérifié les ordres de reddition, ils ont généralement obéi immédiatement. Le coût de ces derniers jours a été catastrophique. On estime que 400 000 personnes sont mortes pendant avril 1945 seulement sur le front oriental. Soldats allemands et soviétiques, civils allemands piégés dans des zones de combat, civils soviétiques dans des territoires encore occupés. Plus de 1 million de soldats allemands ont été capturés par les soviétiques entre le 1er et le 8 mai, marchant vers l'est vers des camps de prisonniers où beaucoup mourraient au cours des années suivantes. Berlin était en ruine, avec 70% des bâtiments détruits ou gravement endommagés. La population civile qui a survécu a fait face à la faim, à la violence de l'occupation et à l'effondrement total des services de base. La reddition allemande n'apporta pas une paix immédiate, mais une transition vers une nouvelle forme de souffrance. Des millions d'Allemands se retrouvèrent déplacés, réfugiés dans leur propre pays, ou expulsés des territoires orientaux annexés par la Pologne et l'Union soviétique. Des villes entières manquaient d'eau, d'électricité, d'égouts fonctionnels.
Les femmes allemandes subirent des viols massifs par les troupes soviétiques vengeresses. L'occupation alliée imposait des contrôles stricts sur le mouvement et l'activité économique. L'État allemand cessa d'exister, remplacé par une administration militaire de 4 puissances aux objectifs souvent contradictoires. Les dernières tentatives allemandes pour arrêter les soviétiques avaient complètement échoué. Des hauteurs de silos aux rues de Berlin, la résistance allemande n'a fait que prolonger l'agonie sans altérer le résultat inévitable. Les directives finales du régime nazi combinaient fanatisme idéologique et calcul politique cynique, sacrifiant des vies allemandes pour des objectifs allant d'illusoires à inexistants. La violence interne de l'État contre sa propre population pendant ces jours a démontré la nature du régime jusqu'à son dernier moment, prêt à détruire l'Allemagne plutôt que d'admettre la défaite. La reddition allemande, le 8 mai 1945, a marqué la fin officielle de la guerre en Europe, mais ses conséquences résonneraient pendant des décennies. L'Allemagne a été divisée, occupée, son peuple traumatisé et son territoire dévasté. La tentative nazie de domination européenne s'était terminée par une catastrophe absolue. Les efforts finaux pour arrêter l'avance soviétique ne démontraient pas de l'héroïsme, mais de la futilité, pas de sacrifice significatif, mais un gaspillage de vie sans objectif stratégique. La dernière semaine de la guerre en Europe fut le témoignage de la capacité humaine à prolonger inutilement la souffrance lorsque les dirigeants incompétents et le fanatisme idéologique remplacent la rationalité stratégique. Le Troisième Reich, que Hitler avait promis durerait 1000 ans, s'est effondré en ruine après 12 ans d'existence, laissant l'Europe en cendres et des millions de morts comme héritage de son ambition destructrice. La dimension humaine de la fin, civils, combattants, et l'expérience de l'effondrement. La guerre qui avait dévasté l'Europe pendant 6 ans a atteint sa conclusion la plus violente sur le territoire allemand au printemps 1945. Alors que les armées s'affrontaient dans des batailles finales, des millions de civils ont vécu l'effondrement de leur monde avec une immédiateté viscérale. La population allemande, qui avait soutenu ou toléré le régime nazi pendant des années de victoire, faisait maintenant face aux conséquences directes de politiques qui avaient semé la destruction à travers le continent. L'expérience vécue de ces derniers jours révélait des dimensions humaines du conflit que les récits stratégiques obscurcissaient fréquemment. Terreur individuelle, décisions impossibles de survie et désintégration des structures sociales qui avaient fourni ordre et sens. Les réfugiés constituaient la manifestation la plus visible de l'effondrement. On estime qu'entre 12 et 14 millions d'Allemands ont fui ou ont été expulsés des territoires orientaux durant les derniers mois de la guerre et la période immédiate de l'après-guerre. Ces colonnes interminables de déplacés incluaient des familles entières avec des possessions chargées sur des charrettes, des personnes âgées qui n'avaient pas quitté leur foyer depuis des décennies, des enfants séparés de leurs parents dans le chaos des évacuations massives. Ils voyageaient sur des routes encombrées sous des bombardements aériens occasionnels, souffrant de faim, d'exposition au climat et de maladies. Beaucoup mouraient en chemin. Leurs corps étaient laissés dans les fossés sans cérémonie ni enregistrement, disparaissant dans l'anonymat statistique de la catastrophe massive. Les femmes portaient un poids disproportionné de ces évacuations. Avec les hommes mobilisés pour le combat ou déjà morts, elles organisaient les fuites familiales, protégeaient les enfants, prenaient des décisions sur quelles possessions emporter et quelles abandonner. Ces décisions avaient un poids terrible. Chaque objet représentait une connexion avec une vie antérieure qui ne reviendrait jamais. Photographies de famille, documents, bijoux, ustensiles domestiques, tout devait être évalué pour son utilité immédiate par rapport à sa valeur sentimentale. Elle faisait souvent de mauvais choix, emportant des objets inutiles tout en abandonnant des besoins essentiels, ne comprenant leurs erreurs que lorsqu'il était trop tard pour les corriger. Les enfants ressentaient cette dissolution sociale avec une incompréhension mêlée à une adaptabilité surprenante. Beaucoup n'avaient connu que la guerre, la normalité absente de leur vie formatrice. Les jeux d'enfants incorporaient des éléments de conflit. Ils construisaient des fortifications avec des débris, jouaient aux soldats et aux ennemis, imitaient les sons de l'artillerie. Simultanément, ils souffraient de malnutrition chronique qui retardait leur développement physique, de traumatismes psychologiques causés par les séparations familiales et la violence à laquelle ils assistaient,
ainsi que de l'absence d'éducation formelle pendant des mois ou des années. Ces enfants constitueraient une génération marquée de façon permanente par les expériences de leurs années formatrices. Berlin, pendant les derniers jours, contenait environ 2,5 millions de civils piégés, tandis que des armées combattaient dans ces rues. La majorité se réfugiait dans des caves, stations de métro et bunkers publics où ils passaient des jours ou des semaines dans l'obscurité, sans information fiable sur le progrès des batailles au-dessus de leur tête. L'eau courante a échoué dans de nombreux quartiers, forçant des expéditions dangereuses vers des sources publiques sous feu d'artillerie. La nourriture manquait dramatiquement. Les rations officielles avaient sombré, remplacées par le pillage de magasins abandonnés et l'abattage d'animaux domestiques pour la consommation. Les personnes âgées faibles et les jeunes enfants souffraient particulièrement, sans résistance physique pour supporter des privations prolongées. Les conditions sanitaires se sont détériorées de façon catastrophique. Sans eau courante ni système d'égout fonctionnel, les maladies se répandaient rapidement dans des abris surpeuplés. Dysenterie, typhus et autres maladies infectieuses tuaient des personnes déjà affaiblies par la malnutrition. Les cadavres restaient là où ils tombaient pendant des jours. Personne n'avait la capacité ou la volonté de risquer sa vie pour les récupérer pour un enterrement approprié. L'odeur de la mort imprégnait la ville. Corps dans les décombres, chevaux morts dans les rues, égouts débordant de déchets humains. Cette dégradation physique accompagnait l'effondrement psychologique des normes sociales. Les viols massifs de femmes allemandes par les troupes soviétiques constituaient l'aspect le plus traumatisant de l'occupation. Les estimations varient largement, mais les historiens suggèrent qu'entre 100 000 et 2 millions de femmes allemandes ont été violées pendant les derniers mois de la guerre et la période d'occupation immédiate. Ces agressions reflétaient une vengeance pour les atrocités allemandes sur le territoire soviétique, une déshumanisation mutuelle après des années de propagande et un effondrement de la discipline militaire parmi les troupes victorieuses. Les victimes comprenaient des adolescentes et des femmes âgées. L'âge n'offrait pas de protection. Beaucoup ont été violés à plusieurs reprises par plusieurs assaillants, souffrant de traumatismes physiques et psychologiques qu'elles porteraient toute leur vie. La société allemande a répondu à ces violations par un silence honteux qui a persisté pendant des décennies. Les victimes parlaient rarement de leurs expériences, intériorisant la culpabilité qui revenait à juste titre aux auteurs. Les familles rejetaient souvent les femmes enceintes à la suite de viols, les considérant comme contaminées. Ce traumatisme collectif non reconnu a contribué à des pathologies sociales dans l'Allemagne de l'après-guerre, compliquant la réconciliation avec le passé et la construction d'une identité nationale renouvelée. Ce n'est que des générations plus tard que des discussions publiques ont commencé sur cette dimension de la souffrance de guerre. Les combattants allemands de ces derniers jours éprouvaient un éventail d'émotions et de motivations. Les soldats vétérans du front de l'Est comprenaient que la guerre était perdue, mais continuaient à combattre par une combinaison de discipline professionnelle, de loyauté envers les camarades et du calcul que la résistance organisée permettrait plus d'évacuations civiles vers l'Ouest. Ces hommes avaient survécu à des années de combats brutals. Leurs compétences militaires contrastaient avec le désespoir stratégique de leur situation. Ils combattaient efficacement au sein d'un système qui avait perdu toute finalité rationnelle, exécutant des tactiques compétentes au service d'objectifs irréalisables. Le Volkssturm représentait l'extrême opposé du spectre militaire. Ces civils mobilisés manquaient de formation, d'équipement adéquat et de moral combatif. Beaucoup cherchaient activement des occasions de reddition ou de désertion. Lorsque les autorités nazies n'étaient pas présentes, des unités entières du Volkssturm abandonnaient simplement les positions assignées, retournant vers leurs familles ou cherchant des endroits pour se cacher jusqu'à ce que le combat passe. Dans les zones où les SS maintenaient une présence, cependant, la terreur des exécutions sommaires forçait un respect minimal des ordres suicidaires. Les Waffen-SS et les fanatiques de la Hitlerjugend occupaient une catégorie séparée. Idéologiquement engagés envers le nazisme, ces combattants ne considéraient pas la reddition comme une option. Pour eux, la guerre représentait un conflit existentiel entre des visions du monde mutuellement exclusives. La défaite signifiait non seulement une perte militaire, mais aussi l'anéantissement du système de croyances qui avait donné un sens à leur vie. Beaucoup ont littéralement combattu jusqu'à la mort,
rejetant les opportunités de reddition et exécutant des actes suicidaires contre des forces ennemies supérieures. Ce fanatisme, bien que militairement inutile, a causé des pertes inutiles des deux côtés pendant les derniers jours. Les officiers médicaux et le personnel soignant faisaient face à des dilemmes impossibles de triage. Les hôpitaux militaires et civils débordaient de blessés pour lesquels un traitement adéquat n'existait pas. Sans suffisamment d'anesthésie, d'antibiotiques ou de matériel pour les bandages, les médecins réalisaient des amputations avec des outils improvisés, tandis que les patients mordaient du bois pour supporter la douleur. Les décisions sur qui recevait les ressources rares équivalaient à choisir qui vivrait et qui mourrait. De nombreux professionnels médicaux ont souffert de dépression nerveuse sous le poids de ces responsabilités impossibles, incapables de concilier la formation pour sauver des vies avec la réalité de la mort massive qu'ils ne pouvaient prévenir. L'expérience de reddition variait considérablement selon le lieu et les forces capturantes. Les soldats allemands qui se rendaient aux Britanniques ou aux Américains recevaient généralement un traitement correct selon les conventions de Genève. Ils étaient interrogés, traités comme des prisonniers de guerre et finalement internés dans des camps où les conditions, bien que difficiles, permettaient la survie. La reddition aux Soviétiques présentait des perspectives beaucoup plus sombres. Des millions de prisonniers allemands ont été conduits vers l'Est dans des camps en Sibérie et en Asie centrale, où ils mourraient au cours des années suivantes de malnutrition, d'exposition, de maladies et de travaux forcés. Cette disparité motivait des efforts désespérés des unités allemandes de se déplacer vers l'Ouest avant de se rendre. Les civils qui ont survécu au combat faisaient face à une occupation qui variait selon la zone. Dans les secteurs occidentaux contrôlés par les Américains, les Britanniques et les Français, la vie reprenait progressivement une apparence de normalité. Les autorités militaires alliées fournissaient des rations alimentaires de base, rétablissaient les services publics essentiels et établissaient des administrations locales. Dans la zone soviétique, l'occupation était plus dure. Réquisition de nourriture, machines industrielles démantelées et envoyées en Union soviétique, et restrictions sévères sur le mouvement et l'activité économique caractérisaient l'expérience des Allemands de l'Est pendant les premières années de l'après-guerre. Les familles fragmentées tentaient de se réunir dans le chaos des déplacements massifs. La Croix-Rouge a établi des services de recherche pour connecter les proches séparés, traitant des millions de demandes pendant les années d'après-guerre. Beaucoup de recherches ne trouvaient jamais de résolution. Des personnes avaient simplement disparu sans laisser de traces pendant les évacuations, les bombardements ou la violence des derniers jours. Cette incertitude tourmentait les survivants qui ne pouvaient confirmer la mort de leurs proches ni abandonner l'espoir d'une éventuelle réunion. Le deuil sans résolution compliquait le traitement psychologique du traumatisme. La dénazification imposée par les Alliés tentait d'éliminer l'influence nazie de la société allemande, mais rencontrait des difficultés pratiques immenses. Des millions d'Allemands avaient été membres du parti nazi ou d'organisations affiliées pour des raisons allant du fanatisme idéologique à la nécessité pragmatique de conserver un emploi. Distinguer les collaborateurs enthousiastes des participants réticents nécessitait des enquêtes individuelles impossibles à réaliser à l'échelle requise. Le processus s'est finalement dilué, permettant à de nombreux ex-nazis de se réintégrer dans la société d'après-guerre avec des conséquences minimes, tandis que certains réellement coupables de crimes graves échappaient à la justice. Les procès de Nuremberg ont fourni un mécanisme pour juger les dirigeants nazis de plus haut rang pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces procès ont établi des précédents importants en droit international, affirmant des principes selon lesquels les ordres supérieurs n'excusaient pas la responsabilité individuelle pour les atrocités. Cependant, seule une petite fraction des auteurs a fait face à la justice formelle. La majorité des fonctionnaires de rang intermédiaire et des exécutants des politiques génocidaires n'ont jamais été poursuivis, leur permettant de vivre des vies normales dans l'Allemagne d'après-guerre ou de fuir vers des pays qui n'extradaient pas. La reconstruction physique et psychologique de l'Allemagne nécessiterait des décennies. Des villes entières devaient être reconstruites à partir des décombres. L'infrastructure économique, démolie par les bombardements stratégiques et les politiques de la terre brûlée, devait être restaurée avant que la production industrielle puisse reprendre.
La population, traumatisée et démoralisée, devait reconstruire non seulement des bâtiments, mais aussi un sens d'identité nationale compatible avec la démocratie. Le plan Marshall américain fournirait des ressources cruciales pour la reconstruction matérielle. La réconciliation psychologique avec le passé nazi prendrait des générations. L'expérience allemande de ces derniers jours de guerre révélait des vérités inconfortables sur la nature humaine sous pression extrême. La violence ne faisait pas de distinction entre coupables et innocents. La souffrance était distribuée indistinctement. Des individus capables d'actes extraordinaires de sacrifice coexistaient avec ceux qui perpétraient des cruautés inutiles. Des systèmes sociaux qui avaient semblé permanents s'évaporaient sous pression, révélant que l'ordre civilisé dépendait de conditions matérielles que la guerre détruisait systématiquement. La capacité humaine à normaliser l'horreur, à s'adapter à des conditions inhumaines et à continuer à fonctionner dans des circonstances qui devraient paralyser était simultanément admirable et terrifiante. Les dernières tentatives allemandes pour arrêter les soviétiques, vues depuis la perspective de la population civile et des combattants individuels, révélaient non seulement un échec militaire, mais aussi une tragédie humaine massive. Des milliers de vies ont été perdues dans des défenses sans espoir de positions sans importance stratégique. Les civils souffraient parce que des dirigeants fanatiques préféraient la destruction totale à l'admission de la défaite. La dernière semaine de la guerre en Europe a démontré la capacité de l'État à infliger des souffrances à sa propre population, même alors que cet État cessait d'exister. Les directives finales, les combats désespérés, les exécutions de déserteurs et la violence de l'occupation composaient le chapitre final d'une guerre qui avait coûté des dizaines de millions de vies. Lorsqu'elle a finalement pris fin le 8 mai 1945, ce qui restait n'était pas une victoire à célébrer, mais un soulagement épuisé que le massacre avait cessé, accompagné par une compréhension terrifiante du prix payé pour des années de fanatisme, d'agression et de négation de l'humanité partagée. La tentative allemande d'arrêter les soviétiques dans la dernière semaine de la guerre a échoué complètement et coûteusement, laissant un héritage de souffrance qui résonnerait à travers les générations.